Allez, bonjour à tous nos internautes connectés et merci de nous rejoindre à nouveau en ligne pour ce second webinaire d'une série de 6 proposés dans le cadre du projet POCTEFA. Je suis Jessica Lucas, je suis chargée de communication pour le conservatoire. Soy Jessica Lucas, encargada de comunicación et de Midi-Pyrénées. Et pour vous présenter brièvement ce grand projet de coopération transfrontalière, le POCTEFA ADAPIR, j'invite Eva Garcia à prendre la parole en tant que responsable de la coordination de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Buenos días, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Enchantée de vous recevoir pour ces jeudis. Segunda tarde de nuestro encuentro, que va a durar hasta mediados de noviembre, así que esperamos irnos encontrando con este motivo de aprender, de transferir y de conocer entre todos mejor cuál es el estado del conocimiento y en qué momento nos encontramos en los temas de cambio climático en el Pirineo. Hoy hablaremos del agua, un recurso realmente fundamental y sustancial para la vida de los ecosistemas y de las personas, y espero que sea de vuestro interés. Como sabéis, estos webinarios temáticos los estamos organizando como lanzamiento de un proyecto importante que tenemos ahora en el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, que es ADAPIR. ADAPIR es la conjunción, la cooperación entre distintos agentes de todo el territorio pirenaico para precisamente capitalizar y dar un paso adelante a partir de nuestro conocimiento actual, ¿no? Buscar nuevas líneas de trabajo, desarrollarlas y avanzar en esto tan importante que es el conocimiento que nos tiene que ayudar a la acción en cambio climático. Nuestra base de operaciones, la CTP. El observatorio está implantado en la CTP. La CTP son los 7 territorios alrededor del Pirineo que conjuntan pues, a 3 estados, España, a Francia y Andorra, y a las comunidades autónomas que están implicadas, que tienen su parte de su territorio en el Pirineo, como es Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, y por la parte francesa, Occitanie y Nouvelle-Aquitaine. No solo somos una base territorial donde las administraciones llevan 30 años cooperando, sino que estos proyectos de cambio climático lo que buscamos y lo que estamos, y ya llevamos 10 años de experiencia en trabajar en cooperación con distintas entidades que investigan, que hacen la investigación aplicada sobre los distintos ámbitos del cambio climático. Si podemos ver la siguiente diapositiva, Jessica. Aquí, bueno, es la reagrupación, ¿no? Cómo a través de este proyecto nos juntamos pues, distintos centros de investigación, distintas organizaciones de apoyo para avanzar en la acción hacia la lucha del cambio climático. Cada una de nosotros está en un territorio concreto y con una especialidad diferente, y eso nos hace fuertes para tener esa visión integral y esa multiagentes que necesitamos para realmente actuar en la acción climática. Y yo no me alargaría más, simplemente agradeceros otra vez más vuestra presencia y esperar que bueno, pues cada jueves los temas vayan siendo suficientemente interesantes y además haya el intercambio necesario para, como os digo, avanzar. Este proyecto ADAPIR nos tiene que llevar hasta finales del 2022 con el objetivo de capitalizar toda una serie de proyectos que tenéis aquí en imagen, 5 proyectos que hasta ahora hemos tenido asociados y que han generado una importante nivel de conocimiento y de experiencia que debemos tener en cuenta y que debemos compartir nos sentimos con la responsabilidad de compartir con el resto de personas interesadas en este tema. Os decía, os dejo con Piragua, que es la sesión de hoy, hablando del agua. Muchas gracias a todos y a todas. Merci Eva pour cette rapide introduction. Venons-en plus précisément au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le projet Piragua, qui s'intéresse aux ressources en eau dans le massif des Pyrénées. Interesa en los recursos hídricos en el Pirineo y su evolución en un contexto de cambio climático.
Para saber más, vamos a acoger a Iván Caballero, hidrogeólogo en la oficina de RMEG, que es uno de los socios muy comprometidos en el proyecto Piragua. Solo primero recordaros unas cosas acerca de este webinar traducido en francés y español. Podéis escoger el idioma en el que quieren escuchar. Sur une petite icône qui ressemble à un globe terrestre, vous cliquez et vous choisissez votre langue. Ensuite, concernant vos réactions, vos questions, vos demandes de précision, je vous invite à utiliser le chat pour nous en faire part et nous essaierons de les relayer au maximum au fil de la présentation ou en guise de conclusion à la restitution d'Ivan Caballero que nous allons engager sans plus attendre. Ivan, vous m'entendez? Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonjour. Voilà. Bonjour. On vous écoute pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants du projet Piragua et puis surtout pour les premiers résultats et puis les projections que vous allez nous dévoiler. Je vous laisse la parole. Très bien. Va sobre recursos hídricos en el Pirineo en un contexto de cambio climático y las medidas con adaptación en el territorio. Es un proyecto dentro del POCTEFA y la presentación que os voy a hacer será con varias voces con otros socios del proyecto, Santiago Bería, que es coordinador del proyecto, entre otros, que vendrá a concluir un poco esta presentación. De manera muy rápida, este proyecto tiene varios socios del lado español y del lado francés y también un socio de Andorra para la realización de las tareas que ha querido llevar a cabo. Son estos socios organismos de investigación en los 3 países, pero ya veis los logos. También hay socios que hemos llamado asociados, que son, entre otros, los socios del proyecto ADAPIR. Pero también hay organismos de administración Intéressés par nos travaux et qui nous semblait intéressant donc d'associer de manière étroite à nos réalisations. Alors, manière d'introduire un petit peu l'ensemble des travaux qu'on va vous présenter cet après-midi. En fait, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse donc aux ressources en eau des Pyrénées? Eh bien, essentiellement parce que même si les Pyrénées sont un massif montagneux important, transfrontalier, en fait, les ressources en eau qui sont produites au sein de ce massif, même si on imagine qu'elles pourraient être circonscrites au massif lui-même, en fait, vont irriguer, vont alimenter un territoire bien plus large que le territoire uniquement montagnard, comme vous pouvez le voir sur cette carte. El territorio de la propia montaña, como lo veis en el mapa. Este recurso, de hecho, es importante para una parte importante de nuestro territorio. Y este recurso, bueno, ya me imagino que es algo bien conocido. Este recurso ya va a sufrir impactos del cambio climático bastante importantes, que van a traducirse por una disminución del recurso en agua, en los ríos, en las aguas subterráneas, y disminución también que va a ser acompañada por una modificación del régimen del caudal de las aguas subterráneas con estiajes más precoces, con periodos en agua más largos también de lo que conocemos, y estas perturbaciones también van a tener impacto en la calidad del recurso. De hecho, nos parecía importante trabajar sobre esta cuestión en el marco del proyecto Piragua, y hemos construido un programa orientado en 3. Le premier, comment caractériser la ressource en eau actuelle, comment être capable de l'évaluer et comment se projeter dans la situation future pour voir dans quel état elle sera demain. Une fois qu'on aura les informations sur son état futur, essayer d'identifier
des stratégies d'adaptation que l'on peut mettre en œuvre pour se préparer à ce futur et les promouvoir. Et la promotion, cette promotion, bien sûr, passe par la diffusion des connaissances que l'on aura pu disons, avoir dans le cadre du projet ou obtenir dans le cadre du projet, de manière à diffuser ça à tout le territoire et favoriser donc la mise en œuvre de ces différentes stratégies. Alors, le programme du séminaire que je vous propose d'avoir cet après-midi va s'organiser en gros en trois phases, en 3 blocs. Un premier bloc pour faire un petit peu le point sur qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui de la ressource en eau à l'échelle des Pyrénées. Un deuxième bloc dans lequel on abordera les outils, les moyens que nous avons mis en œuvre pour comprendre son comportement actuel et nous projeter sur le comportement futur de la ressource, que ce soit à l'échelle de l'ensemble du massif pyrénéen, mais également à l'échelle de cas d'études sectorisés, enfin, dans certains secteurs géographiques et sur certains secteurs économiques également. Et un troisième bloc qui sera plutôt dédié aux questions d'adaptation et aux stratégies qu'on peut imaginer à mettre en œuvre. Et on conclura là par ce que le programme Piragua propose d'apporter à la réflexion qui est menée dans le cadre du projet ADAPIR. Donc, commençons par cette question de savoir finalement de quelles informations on dispose et qu'est-ce qu'on connaît sur la ressource en eau à l'échelle des Pyrénées. En fait, là, on a donc un territoire que vous voyez illustré ici, qui est circonscrit au massif, comme je vous le disais. La ressource en eau qui est produite sur ce massif va irriguer, va servir à des usages de l'eau sur un territoire bien plus grand. Donc, le premier travail, c'est d'essayer de faire le point sur cette ressource et sur les données dont on dispose pour le décrire. Alors, tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on regarde à l'échelle de ce grand territoire franco-espagnol andorran, en fait, les usages de l'eau sont assez divers et assez hétérogènes suivant la situation géographique. Vous voyez ici une carte qui présente les prélèvements annuels qui ont été déterminés sur la base des données disponibles à l'heure actuelle et qui montre bien qu'il y a des grandes différences entre pays, entre la France et l'Espagne. Vous voyez qu'en Espagne, les prélèvements en eau sont bien plus importants que côté français et même au sein du territoire espagnol, on a aussi des différences assez importantes d'un secteur géographique à un autre. Donc cette ressource en eau est utilisée pour alimenter différents types d'usages. Il y a 3 grands types d'usages que nous avons distingués ici sur cette cartographie. Des usages d'alimentation en eau potable, des usages à des fins d'irrigation pour l'agriculture et puis des usages pour les activités industrielles. Donc vous voyez que là également, il y a pas mal d'hétérogénéité entre les situations dans chaque pays et également des petites difficultés là qui commencent à apparaître pour disposer d'une donnée homogène, facilement comparable d'un territoire à un autre. Puisque l'on voit qu'il y a certains secteurs en Catalogne où on n'a pas encore réussi à disposer de l'information dont on a pu avoir dans d'autres territoires, notamment sur l'agriculture. Alors, ces différents types d'usages, en fait, ils vont aller prendre de l'eau, d'une ressource qui a pour origine soit une eau de surface, soit une eau souterraine. Et là encore, suivant les situations géographiques, on a des assez fortes disparités avec la partie française pour laquelle la ressource en eau superficielle est un peu moins, suivant les secteurs, n'est pas forcément utilisée de manière prépondérante. On a aussi beaucoup recours aux eaux souterraines, notamment dans la partie ouest du territoire, alors que sur la partie espagnole, eh bien, les ressources en eau superficielle sont assez majoritairement utilisées. Enfin, l'ensemble de ces informations-là et des données que l'on peut réussir à obtenir pour les décrire, en fait, sont gérées par différents types d'organismes de gestion. Et là aussi, il a fallu faire un travail assez conséquent d'homogénéisation entre les 6 grands organismes de gestion de l'eau que l'on peut avoir côté français avec les agences de l'eau à Droit-Garonne, Rhône-Méditerranée, côté espagnol avec les 3 agences de bassin Cantabrique, Èbre et Catalan, et puis avec l'agence de gestion en Andorre aussi. Et donc là,
pas mal d'hétérogénéité aussi à mettre en œuvre. Évidemment, là, ces organismes de gestion ont aussi à l'intérieur de leur territoire un certain nombre d'organismes plus petits de gestion plus opérationnelle avec lesquels il est nécessaire de dialoguer également. Bien, donc une fois que l'on a fait le tour de ces différents organismes de gestion, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'établir des bases de données qui puissent nous permettre donc de décrire et de caractériser la ressource en eau. Donc, pour ce qui concerne la ressource en eau souterraine, nous avons constitué une base de données de stations de jaugeage. Il y a plus de 500 stations de jaugeage et de surveillance des débits des cours d'eau sur le territoire. Toutes ne sont pas d'un intérêt égal puisque malheureusement certaines d'entre elles peuvent être perturbées par des activités, peuvent être en mauvais état, peuvent avoir des problèmes ou être pas homogènes suivant qu'on suit des niveaux bas de débit ou des niveaux hauts. Et donc un travail assez important a été mené pour extraire une espèce de sous-ensemble de stations hydrométriques qui nous permettent de documenter le comportement des cours d'eau sur une durée suffisamment longue pour être capable de mettre en perspective l'impact éventuel du changement climatique dès aujourd'hui dans la période présente. Donc à partir de ce set d'une centaine de stations, nous avons mis au point un ensemble d'indices qui nous permettent de caractériser donc, le comportement des eaux de surface, des indices statistiques. Donc, vous voyez, c'est un petit peu la liste ici, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces différents indices nous permettent d'expertiser les éventuelles évolutions des débits en termes de tendance à la hausse ou à la baisse, et de cette manière-là, de décrire, donc, comme je disais, éventuellement l'effet du climat sur le comportement des débits. Donc, ce travail assez important a permis notamment de mettre en évidence quelques tendances lourdes que l'on peut observer donc sur les 60 dernières années, suivant les périodes auxquelles on s'intéresse. On s'aperçoit que si on prend les quelques stations qui couvrent les 60 années comprises entre 1950 et 2020, eh bien, sur un certain nombre de stations, 8 parmi les 12 qui étaient disponibles sur cette longueur-là, on peut observer une tendance à la baisse qui est variable, mais qui est en moyenne de l'ordre de 35%, c'est-à-dire une baisse assez conséquente des débits sur cette période. Si on prend des périodes plus courtes, vous voyez hein, sur la droite du tableau que je vous présente ici, par exemple depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, cette tendance à la baisse peut se retrouver sur un certain nombre d'indicateurs de débit, mais pas forcément sur tous, ce qui est assez compréhensible dans la mesure où la variabilité naturelle du climat fait que les tendances que l'on peut observer sur une longue période sont rarement cohérentes avec les tendances plus récentes. Cependant, des tendances existent et il est évident qu'il est important de s'intéresser à la raison pour laquelle ces tendances existent. Pour ce qui concerne les eaux souterraines, cette fois-ci, nous avons mené un travail assez similaire où, dans un premier temps, nous avons essayé de définir qu'est-ce qu'était finalement, à l'instar un petit peu des eaux de surface qui ont les bassins versants comme unité homogène d'observation. Nous, on a défini un certain nombre d'unités, donc il y en a 150 là sur le territoire, d'unités homogènes du point de vue hydrogéologique, de manière à pouvoir identifier des points d'observation de la piézométrie, donc des piézomètres, donc des ouvrages souterrains qui permettent de mesurer le niveau des nappes. Et à partir d'une base de données que l'on est en train de construire sur le territoire de ces piézomètres et de l'observation et de l'analyse fine des chroniques de piézométrie, comme vous voyez à l'écran, qui sont figurées, d'identifier de la même manière que pour les débits un certain nombre de stations piézométriques que l'on puisse considérer comme représentatives du comportement des eaux souterraines et que l'on puisse analyser en termes d'évolution climatique de la même manière que pour les eaux de surface. Ce travail est actuellement en cours. Donc, à l'échelle de l'ensemble des données que l'on a pu acquérir pour caractériser les ressources en eau à l'heure actuelle, ce que l'on peut dire d'ores et déjà aujourd'hui, c'est que on a effectivement des ressources en eau qui sont affectées par une tendance à la baisse qui est statistiquement robuste. Cette tendance à la baisse est probablement expliquée par l'influence du climat, mais aussi
probablement également aussi par l'évolution des usages du sol, par l'occupation du sol, par le couvert végétal qui a beaucoup changé en 50 ans sur le territoire pyrénéen et donc qui est susceptible de provoquer ce type de baisse. Toute la question, évidemment, serait de déterminer la part liée au climat de la part liée à l'évolution du couvert végétal. Par ailleurs, on a donc maintenant entre les mains une base de données fournie de qualité transfrontalière qui permet de caractériser l'évolution des débits et de la piézométrie, donc le niveau des nappes, qui est prête à l'emploi et qui sera donc disponible pour l'observation des changements futurs et de l'impact du changement climatique. Et enfin, on a aussi, sur la base des données et de leur analyse, sur la base de ces données observées avec des indicateurs statistiques, mis au point un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre de suivre finalement l'impact du climat sur les éléments clés du bilan hydrique. Voilà. À ce stade, je vous propose, si vous le voulez, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez procéder, si vous voulez éventuellement poser quelques questions sur ce que je viens d'évoquer, prendre un petit temps pour répondre à ces questions, et puis ensuite nous passerons au deuxième bloc qui consiste à parler des outils que l'on a mis en œuvre pour comprendre et reproduire le comportement de la ressource en eau souterraine. Ivan, j'ai une petite question qui nous est arrivée par chat. Vous nous parlez des stations, des systèmes de mesure qui existent dans la chaîne de montagne des Pyrénées et qui sont utiles pour évaluer les valeurs moyennes des débits et leur évolution dans le temps, etc. Mais est-ce qu'on peut savoir précisément quelles informations sont les plus nécessaires pour identifier les tendances, notamment les tendances extrêmes? Est-ce qu'on s'intéresse aux précipitations? Est-ce qu'on s'intéresse au débit? Est-ce qu'on s'intéresse au niveau des nappes souterraines? Qu'est-ce qui nous renseigne le plus comme données? Alors, bon, je pense que pour ce qui concerne les événements extrêmes, les nappes ne sont pas forcément les meilleurs indicateurs puisqu'elles ont toujours tendance à réagir un peu après ou en réponse à un événement météorologique ou hydrologique. Donc, il est évident qu'il vaut mieux surveiller de manière plus précise tout ce qui concerne les apports des précipitations météorologiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut faire ça par des suivis radars qui nous permettent de détecter l'arrivée de perturbations importantes, mais évidemment également aussi pour pouvoir comprendre la manière dont ces événements peuvent affecter un territoire, on a besoin d'installer des stations hydrométriques. On a vu qu'on en a un certain nombre, mais on a vu que sur le grand nombre disponible, finalement, une faible partie, une fraction de ce jeu ou de ce groupe de stations qui sont disponibles à l'échelle de tout le territoire pyrénéen sont véritablement en mesure de nous renseigner correctement sur l'évolution de ces aléas. Donc, on a bien sûr besoin de compléter les réseaux d'observation dont on dispose aujourd'hui, et je dirais que s'il y a un secteur géographique qui nécessite d'être complété, c'est le secteur situé le plus en altitude, dans lequel on a évidemment moins d'informations, pour lequel on a moins d'informations et qui cependant concentre une grande partie des apports par les précipitations qui évidemment tombent plutôt sur les reliefs que dans les parties du Piémont. Merci pour les précisions. On a une autre question, toujours via le chat, qui nous vient de Jordi Cunuyera, qui nous a fait la présentation Climpi la semaine passée. Alors, vous la voyez dans le chat, peut-être, Yvan, en espagnol dans le texte. Je pense qu'il se questionne sur le nombre de stations de mesure qui disposent de données relatives aux 50 dernières années. Ah, bon, pardon, j'arrive pas à voir le chat là tout de suite, mais ok, oui. Alors donc, en fait, il me semble que, mais peut-être que si Santiago est connecté, il répondra mieux sur ces points-là précisément, puisque c'est lui qui a mené cette analyse. Santiago, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Gracias. Tomo la palabra. Adelante. Bueno, estaba buscando la respuesta exacta en algunos de los informes, pero no la tenemos, no tenemos esa tabla todavía completa. A ver, la realidad es que hemos analizado en total más de 700
series hidrológicas, de las cuales hemos aislado solo, bueno, de todo el territorio que nosotros trabajamos, solo las que son de la parte pirenaica estrictamente. En este sentido hay unas 70, casi 100 estaciones, pero lo que hemos hecho es hacer una selección de las estaciones. Hemos establecido una serie de criterios de longitud de la serie, de ausencia de huecos, de datos faltantes. Hemos analizado también la homogeneidad de las series, porque hay veces que una estación de aforo se cambia de ubicación o se reconstruye y entonces cambia la curva de gastos. En fin, hemos establecido una serie de criterios, hemos analizado una por una para al final decidir el subconjunto de estaciones que nosotros considerábamos óptimo para realizar estos análisis de tendencia. Y en concreto, pues desde 1970, que sería ese periodo de 50 años que comentas, hay unas 30. ¿Vale? Hay unas 30 estaciones. Sí, cuanto más hacia atrás nos vamos en el tiempo, hay menos estaciones. Por ejemplo, desde 1950 solo hemos identificado 12 estaciones con datos continuos y que sean de calidad. Pero desde 1970, que serían 50 años, hay unos 30. No te sé decir ahora el número exacto, si son 32 o 28, pero de ese orden. Merci pour la précision, Santiago. Est-ce que je peux me permettre une autre question, s'il vous plaît? Alors, celle-ci concerne les impacts des activités humaines. Pouvez-vous préciser comment la variation de l'utilisation des terres affecte la diminution des ressources en eau? Bien. Vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Comment est-ce que finalement le couvert végétal peut affecter effectivement la ressource en eau? Eh bien, ce qu'on peut dire de façon générale, et je précise que l'on parle de façon générale, car dans certains cas particuliers, ce que je vais dire peut éventuellement ne pas se passer, mais de façon générale, on peut considérer que la végétation va consommer, suivant le type de végétation, une partie plus ou moins importante de l'eau qui est précipite sur un territoire et donc de la ressource éventuellement disponible. Et donc, lorsqu'on dit ça, on imagine bien que si on se trouve face à une végétation qui a besoin de beaucoup d'eau et que, par exemple, cette végétation croît énormément sur le territoire au cours du temps, on comprend tout de suite qu'elle va venir consommer beaucoup plus d'eau que ce qu'elle consommait avant, lorsqu'elle était dans un secteur plus circonscrit du territoire. Et par conséquent, cette croissance, on peut considérer qu'elle va affecter la ressource en eau, puisque ce qui sera consommé par la végétation, bien sûr, ne sera plus disponible pour les autres usages, les cours d'eau, le milieu et les usages de l'eau par l'homme. Je ne vous entends pas, Jessica. Jessica, je n'ai pas entendu. Votre micro était muet. Oui. Voilà, c'est bon maintenant. Je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Vous aviez une autre question ou c'est bon? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Ok. La question était est-ce qu'il y a corrélation entre les secteurs en baisse sur le réseau de surface et les unités hydrogéologiques? Est-ce qu'il y a corrélation entre les eaux de surface et les unités hydrogéologiques? Ce n'est pas quelque chose que nous avons regardé dans le détail pour l'instant. Il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir, donc ce que je disais tout à l'heure, ça c'est des généralités que je vais évoquer, il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir une interaction entre les deux, mais dans le cas du type d'unité hydrogéologique que l'on peut avoir sur le territoire pyrénéen, je pense que c'est quelque chose qui serait assez rare dans la mesure où il est rare qu'en zone de montagne, nous ayons des unités hydrogéologiques qui soient intensément exploitées. Il y a plus généralement de l'eau souterraine qui est disponible et qui va
apparaître en surface sous forme de sources. On connaît tous les sources que l'on rencontre lorsqu'on fait des randonnées en montagne. Ça, c'est souvent des eaux souterraines qui reviennent à la surface. Mais il est beaucoup plus rare qu'en territoire montagneux, nous ayons des forages qui viennent exploiter vraiment une grande ressource en eau. Donc, je pense que les interactions entre eau de surface et souterraine qui pourraient expliquer une baisse des ressources en eau de surface serait quelque chose d'assez rare, je pense, sur notre territoire. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que nous avons étudié en détail. Ça serait très intéressant de le faire probablement. Peut-être qu'on pourra le faire une fois que l'on aura bien terminé de mettre en place nos bases de données et nos modèles dont je vais vous parler à la suite. Très bien. Je vous invite à poursuivre votre présentation dans un souci de respect du temps. Et puis, nous essaierons de revenir aux questions suivantes en conclusion. Je vous laisse la parole à nouveau. Très bien. Écoutez, bon, ben, donc maintenant, nous allons passer à la présentation des outils que l'on a mis en œuvre pour comprendre le comportement des eaux souterraines. Et là, je vais demander à notre collègue Pere Quintana Segui de l'Observatoire de l'Èbre de bien vouloir prendre la parole pour nous parler un petit peu de tout ça, puisque c'est plutôt sa spécialité. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Bueno, pues en este proyecto estamos haciendo un trabajo muy ambicioso de simulación. Estamos utilizando... quatre types d'approximations différentes sur le climat présent et passé et sur le climat à venir. Donc nous disposons de beaucoup de données qui nous permettront, nous l'espérons, de comprendre les processus de changement dans les Pyrénées. Yvan, si tu peux passer la diapositive suivante. Alors pour faire des simulations, nous avons besoin de savoir, d'avoir une bonne... Es la temperatura, la precipitación, el viento, la radiación, etcétera, en cada punto de malla del dominio que queremos estudiar. Hasta ahora teníamos, por ejemplo, dos productos Safran, uno en Francia, el original, y uno en España, más reciente, que nos permitían tener estos datos, pero eran en mallas diferentes y no se podían unir fácilmente. Hemos hecho aquí un trabajo utilizando de manera muy limpia, utilizando la propia metodología del sistema Safran, de unir las dos bases de datos para así tener una cobertura meteorológica histórica de todo el dominio del Pirineo, incluyendo el Ebro y el Adúrgaro enteros. Entonces, tenemos todas las cuencas que drenan el Pirineo. Esta base de datos no solo nos va a servir a nosotros ahora para simular el ciclo hidrológico del pasado y el presente, sino que servirá también de base de datos para, ya lo explicaré después, para poder preparar los escenarios climáticos. Además, esperamos que esta base de datos pueda servir en proyectos futuros a otros tipos de modelizadores que, por ejemplo, quieran simular bosques o hacer correr modelos agronómicos, etcétera. Por lo tanto, esperemos que la creación de esta base de datos vaya más allá del propio proyecto. Con estos datos pues podemos informar a un modelo, como en el caso de SASER, aquí que estamos utilizando, eso que es un modelo distribuido, plenamente distribuido, que simula todo el área de estudio, en este caso una resolución de 2,5 kilómetros. Pues le podemos informar de cuál ha sido el tiempo en cada punto de malla durante un periodo que empieza en 1979 y termina en 2016 y podemos, por lo tanto, simular todo el balance hídrico de manera física en este caso y así tener una idea, reproducir variables que son difícilmente observadas, como por ejemplo la humedad del suelo. Ahora, gracias a este modelo, pues tenemos una base de datos de humedad del suelo del Pirineo que va desde 1979 hasta la actualidad. También podemos estudiar otras variables también difícilmente observables, como son la evapotranspiración de la vegetación, la generación de escorrentía superficial, etc. Toda esta información la podemos luego utilizar, si cogemos la escorrentía superficial, el drenaje de este modelo, podemos encaminarla en un modelo de rutaje que nos permite calcular los caudales de todas las cuencas del área de estudio y así simular los caudales naturales. En este proyecto nos interesamos por los caudales naturales porque nos interesamos en los recursos hídricos y por lo tanto queremos ver lo que hay disponible. Luego, ver cómo se está utilizando este recurso ya sería otra fase.
Hemos hecho una primera validación del modelo y estamos muy satisfechos con los resultados, ya que tenemos buenos indicadores en todas esas cuencas que sabemos que funcionan todavía de manera natural, y tenemos malos resultados en esas cuencas, son los puntos rojos, donde sabemos que hay una fuerte influencia antrópica, humana. Ahí el modelo, como no simula embalses, pues no tiene que parecerse a la realidad. Por lo tanto, estamos muy contentos. Iván, si me puedes pasar, por favor, muy bien. Luego hay otro modelo que es SWOT, que es de modelización agrohidrológica. Es un modelo que no es distribuido, sino es semi-distribuido y simula unidades hidrológicas, cuencas pequeñas, de una manera muy completa y y permite trabajar muy bien con los tipos de suelos, etc. Por tanto, es un modelo que funciona de manera muy diferente al modelo que he presentado anteriormente, de manera que si vemos que los modelos nos indican todas las similitudes que encontremos entre modelos, serán realmente, nos dará mucha confianza sobre que son procesos que realmente están teniendo lugar en la cuenca. Y si vemos diferencias entre los dos tipos de modelos, tendremos que preguntarnos por qué tenemos estas diferencias. Es muy importante hoy en día, cuando hacemos estudios de simulación, de trabajar con metodologías multimodelo, porque cada modelo tiene sus limitaciones, y si utilizamos un solo modelo es demasiado fácil que nos enamoremos de él y olvidemos sus limitaciones. Al trabajar con modelos muy diferentes, nos hacemos más conscientes de cuáles son las virtudes y limitaciones de las diferentes estrategias de modelización. Iván, por favor. Gracias. Luego, para algunas unidades hidrogeológicas concretas, representativas de diferentes ambientes del territorio pirenaico, estamos haciendo simulaciones con Hisbalan, que es un modelo que permite, pues, simular el suelo, la zona no saturada y el acuífero, para así comprender lo que está pasando a nivel de aguas subterráneas. Iván. Bueno, haré un inciso. El modelo Surfex y el modelo SWOT, tal como los teníamos configurados, no simulan aguas subterráneas. Por lo tanto, era muy importante tener un acceso a las aguas subterráneas, y esto lo estamos haciendo con Hisbalan. También, desde el Bergem francés, está haciendo un estudio de análisis de la recarga, utilizando una estrategia de modelización conceptual también muy diferente a las dos presentadas anteriormente, de manera que tenemos otro punto de vista complementario que, como decía, sirve para enriquecer los puntos de vista y así tener una mejor idea de las limitaciones y las virtudes de cada aproximación. Y que con este método, y gracias también a los datos Safran, pues podremos tener una idea muy buena de cuál es la recarga en cada una de las unidades hidrogeológicas del dominio pirenaico en su conjunto. Pero claro, hoy en día no solo nos interesa lo que pasó o lo que está pasando en el clima, sino que estamos todos muy preocupados por lo que podría pasar en el futuro. Es evidente y sabemos que los recursos hídricos, su evolución, dependen del clima en gran medida, pero también dependen de factores como cambios de usos del suelo, etc. En este caso nos vamos a centrar en los aspectos climáticos, y para ello vamos a utilizar los escenarios desarrollados en el proyecto CLIMPI, para así tener una coherencia en cuanto a escenarios climáticos con otros proyectos del OPCC. Aunque tendremos que hacer unas adaptaciones, porque en CLIMPI ha producido bases de datos de temperatura y precipitación, y nuestros modelos necesitan otras variables como el viento, la radiación, etc. Y para eso vamos a utilizar unas técnicas matemáticas que nos permitirán relacionar días del clima futuro de CLIMPI con días del pasado de nuestra base de datos Safran, lo que nos permitirá correr nuestros modelos también en el futuro y así extender las simulaciones en el siglo XXI y tener una idea de cuál puede ser el balance hídrico y la situación
por ejemplo, de la humedad del suelo a mediados del siglo XXI o a finales del siglo XXI, algo que todavía no teníamos desde un punto de vista así de alta resolución con diferentes modelos y en todo el dominio pirenaico. Esto estamos trabajando en ello, todavía tardaremos un tiempo, pero estamos realmente muy ilusionados con esta parte porque es una información que realmente será muy, muy útil para la toma de decisiones en el dominio pirenaico. Gracias, Pere. Había unas Jessica, conclusiones también, creo. sí, perdón. Perdón. Sí. Bueno, pues la modelización del balance hídrico a escala de todos los Pirineos nos permite conocer el funcionamiento del sistema, incluso en cuencas no monitorizadas. Nos permite acceder al comportamiento natural en cuencas muy influenciadas y nos permite acceder a variables no observadas, como por ejemplo, o poco observadas, como la humedad del suelo o la evapotranspiración. También, jugando con los modelos, podemos abordar la atribución de los cambios observados a diferentes causas, si el cambio climático o los cambios en los usos del suelo, si la cubierta vegetal, etc. Serán unas herramientas, los modelos que nos permitirán responder a muchas preguntas que nos hacemos todos en relación a los cambios que estamos observando en el Pirineo. Y sobre todo nos permitirán simular el futuro del Pirineo y tener una idea más clara de lo que nos viene encima para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Ya he terminado, Iván, gracias. Muchas gracias, Pere. Jessica, je ne sais pas si vous voulez donner un petit peu un temps de questions, parce que le temps passe. J'ai peur qu'on soit un petit peu court ensuite. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la présentation, on fait les questions finales, vous me dites? Je vous invite à continuer, à poursuivre et on reviendra sur les questions en conclusion. Allez, on vous écoute. Très bien, je m'en doutais. Bon, bah, écoutez, donc on va continuer sur en fait quelque chose qui est assez logique et on va plutôt passer à la présentation de différents cas d'études. Je l'ai dit en introduction et Pere vient de vous présenter plus en détail les différents modèles que l'on a mis en œuvre. Évidemment, ces modèles ont un intérêt à grande échelle, mais ils ont aussi un intérêt à l'échelle de cas plus concrets avec des questions plus précisément orientées sur certaines thématiques. Et c'est ce que nous avons voulu traiter dans le cadre du projet au travers de 7 cas d'études que je vais très brièvement vous lister pour juste vous donner un aperçu de ce que nous faisons. Nous n'avons pas malheureusement évidemment le temps de rentrer dans le détail de ces différents cas d'études. Donc, le premier d'entre eux, qui est donc dédié à la question de la gestion des ressources en eau superficielle dans des grands systèmes de régulation hydrologique. Ici, le cas du système des Riegos de Alto Aragón, qui est un périmètre irrigué qui est parmi les plus grands d'Europe, si ce n'est le plus grand. Et au sein de ce périmètre irrigué, un travail assez important qui a mobilisé donc des outils de modélisation parmi ceux dont vous a parlé Pere, mais aussi des outils de construction de scénarios participatifs pour produire avec des acteurs du territoire une réflexion sur l'adaptation à mettre en place en contexte de changement climatique et sur les mesures qui sont les plus préférables par les acteurs du territoire, du point de vue des acteurs du territoire, a donc été menée sur ce cas d'étude. Donc ça, c'est le premier cas d'étude que je voulais mentionner. Le second cas d'étude est axé plutôt sur la problématique de la production hydroélectrique et des éventuels conflits d'usage entre cette activité et la gestion de la ressource sur un territoire. Donc là, l'image s'est un petit peu décalée, mais il s'agit du système de la Neste qui est dans la vallée de Oloron, où un certain nombre de réservoirs existent et sont utilisés pour produire de l'électricité, mais l'eau qui passe par ces réservoirs va ensuite alimenter d'autres types d'usages. Donc il y a un travail de description déjà du système et de l'organisation de ces différents réservoirs et des écoulements entre les différents réservoirs qui a été mis en œuvre, et un travail de modélisation qui a visé d'une part à simuler le comportement des débits des différents réservoirs dans ce système, d'une part, donc avec des simulations de débit comme on voit ici, et également un travail de modélisation pour être capable de reproduire finalement la demande électrique de manière à pouvoir ensuite confronter les deux et être capable de fournir un outil qui permette d'optimiser les usages entre les différents besoins. Le troisième cas d'étude, qui est une analyse
Del tercer caso de estudio sobre análisis que concierne más bien a Andorra, análisis multisectorial de los usos en agua, en la medida en que Andorra es un territorio más limitado que el territorio francés o español en el Pirineo. El objetivo aquí era tomar en cuenta el conjunto de los usos del agua que se da en este territorio e intentar proyectarse en el futuro con escenarios de evolución de estos usos para ver en qué medida tensiones podrían aparecer bajo el cambio climático. Un cuarto caso de estudio dedicado más bien a las problemáticas de silvicultura, de administración de los bosques seminaturales, esta vez en un contexto del País Vasco español, con cuencas con mucha cubierta de bosque, con características de suelo particulares, con las que ha habido que poner en obra muchos datos, mucho trabajo de cartografía para ver un poco los distintos tipos de ocupación de los suelos y modelización que nos permite simular el efecto comparado del clima, de la evolución del clima y de la evolución de la cubierta vegetal en el recurso hídrico. Un quinto caso de estudio, más bien dedicado a la problemática de la transformación de un territorio y su impacto sobre la dinámica hidrológica en un tipo de contexto particular, que son lo que llamamos las cabeceras de cuenca. Decía antes que necesitaba más datos de observación sobre en altura, donde los recursos en agua tienen el origen de su producción. En estas cabeceras, por ejemplo, en las turberas de Alto Vic de Sos en Francia, tenemos actividad turística, gestión de bosques, cambios en términos de usos de los embalses, por ejemplo, en relación con las actividades turísticas. Todos estos comportamientos, usos, pueden tener consecuencias sobre los ecosistemas y, por ejemplo, turberas y el regadío que tiene que es consecuencia de estas fuentes de agua. Otro caso de estudio, el sexto, se interesa de manera más cerca a las aguas subterráneas, pero en un contexto particular que es el de los sistemas kársticos. Todos los conocemos, las cuevas que podemos visitar con redes más o menos importantes, excavadas en roca calcárea, excavada por aguas subterráneas. En el Parque de Ordesa hay una red de estas muy, muy importante, un sitio muy visitado, muy interesante desde un punto de vista turístico. La pregunta esta es cómo esta actividad turística podría perturbar la calidad del recurso hídrico que se infiltra en estas redes kársticas y que podría parecer mucho más bajo y ser usados mucho más abajo. Entonces la perturbación por la actividad turística podría crear consecuencias, molestias. El último caso de estudio, enfocado sobre eventos extremos, algo particularmente importante, ya hemos visto en relación con las noticias actuales, cuando vemos los temporales en los distintos países. Entonces hay un trabajo específico sobre esto que consistía en hacer el listado de los grandes eventos de un nivel de un punto de vista geográfico, pero también de tiempo, de manera a poder documentar mejor el conocimiento. Y el caso particular de este caso de estudio fue el desarrollo de una aplicación digital para que participe el gran público el desarrollo de esta observación. Esta es una manera, una propuesta del proyecto Piragua que consiste en hacer participar al público en general a través de esta aplicación para fijarse en estos eventos extremos
Ya veis, por ejemplo, Cataluña, donde 2 han sido observados. Este es un conjunto de casos de estudio que de manera muy rápido, lo siento, pero no vamos a tener tiempo de verlo en detalle. Os propongo hacer 2 reuniones Zoom para hablar de manera más detallada sobre estrategia de adaptación que podemos poner en obra sobre estas temáticas. Concernant le domaine des incertitudes, Bien sûr. les projections des variables climatiques sont-elles plus incertaines lorsqu'on parle de précipitation ou de température? Bien, gracias, Jessica. Las proyecciones de cambio climático, las distintas proyecciones que estamos comparando tienen un rango de incertidumbre, desde luego, y este rango de incertidumbre es mucho más pequeño en el caso de las temperaturas. Para esta variable, tanto temperaturas mínimas como temperaturas máximas, hay bastante acuerdo entre los distintos modelos en cuanto a las tasas de evolución en el futuro. Sin embargo, en precipitación, para la variable precipitación, las incertidumbres son mayores. Entonces, pues vemos una mayor discrepancia entre unos modelos y otros. Si nos vamos ya a otras variables como velocidad de viento, insolación, nubosidad, etcétera, todavía la discrepancia es mayor. Entonces, esos aspectos también los estamos incorporando en Piragua porque estamos utilizando 2 aproximaciones, utilizando menos datos, menos variables y más variables. ¿Sí? Voilà. Jessica, c'est bon, nous pouvons continuer? Poursuivez, Ivan? D'accord, très bien. Donc maintenant, comme je vous disais, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail d'un des cas d'étude, celui qui concerne le travail sur la vulnérabilité des modes de gestion de l'eau vis-à-vis du changement global et de la définition des stratégies d'adaptation, et donc le système de production hydroélectrique et d'alimentation du système NEST en France. Et je cède la parole pour le présenter à Philippe Lecointe, qui, s'il a le micro ouvert, peut commencer. Philippe. Oui, vas-y, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, donc je vous remercie. Donc cette présentation donc, est la présentation d'un travail pluridisciplinaire qui est fait entre le BRGM et l'INRAE sur la formulation de stratégies d'adaptation sur le système NEST. Donc c'était une présentation qu'on devait faire à 2 voix avec Eric Sauquet qui malheureusement n'a pas pu présenter pour des raisons de santé, donc je vais couvrir sa partie comme je vais pouvoir. Donc en termes de contexte, l'idée c'est que afin de pouvoir formuler des stratégies d'adaptation sur ce territoire, il est nécessaire d'à la fois avoir des outils qui vont être capables de representar las acciones del hombre sobre el recurso hídrico, ser capaz de analizar la sensibilidad de los usos de agua en relación con las alteraciones que pueden hacer intervenir el clima y los regímenes hidrológicos, y definir un marco que va a permitir, a partir de estas informaciones, hacer un poco de test con entonces se va a tratar de hacer test sobre este sistema con varios socios. Está un poco alterada la diapositiva, pero la idea ha sido la que ha sido presentada antes. Lo siento, me he perdido algunas palabras. Va a haber un trabajo de modelización. De parler un petit peu plus lentement pour que les interprètes puissent au mieux retranscrire vos propos. Merci beaucoup. Donc, en orange, vous avez le travail qui est fait sur la modélisation de la ressource naturelle et également un travail qui est fait sur la modélisation des actions humaines, donc notamment sur l'hydroélectricité, et un travail qui sera également réalisé sur l'irrigation. Ces 2 modèles vont permettre de prédire des débits dans les rivières, et ces débits vont être ensuite affectés par ce qu'on ne voit pas dans le schéma, les projections climatiques.
Et donc, à partir de là, on va être capable de déterminer si on est capable de satisfaire les besoins des différents usagers du système. Et dans le cas où on n'est pas capable de les satisfaire, de développer des stratégies d'adaptation qui vont pouvoir être testées ensuite par l'intermédiaire du modèle qui a été développé pour caractériser la situation actuelle. Diapositive suivante. Ah, voilà. Donc cette démarche est appliquée dans le cadre du système NEST, où il y a la particularité d'avoir des eaux qui sont mobilisées dans des lacs réservoirs d'altitude, hein, plusieurs lacs d'altitude, pour alimenter via un canal qui est le canal de la NEST, un périmètre irrigué qui s'appelle le système NEST, qui est géré par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Et donc on voit qu'on est avec des réservoirs qui sont des réservoirs multi-usages, donc à la fois hydroélectricité, mais également alimentation en eau potable, question de débit minimum environnementaux et l'irrigation par l'agriculture. Diapositive suivante. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment plus de l'hydrologie pure et c'est moins mon domaine. Donc le travail qui a été fait, comme on le disait tout à l'heure, a été de caractériser l'hydrologie naturelle au niveau de ces réservoirs et ensuite être capable de caractériser de quelle manière cette ressource est influencée par les usages. Si on va à la diapositive suivante, on va voir que un certain nombre de premiers résultats ont été obtenus et ont permis en fait non pas de faire de la projection climatique, mais de faire des analyses de sensibilité des variations de précipitations et de température sur la disponibilité de la ressource. Et on voit que, donc là, c'est pas à partir de données CLIMPI dans cette première approximation, mais de données qui sont issues de DRIAS. Et on est capable de mettre en évidence qu'à l'horizon 2080, sur le débit naturel d'un des principaux réservoirs, eh bien, on peut avoir des réductions d'alimentation jusqu'à moins 40% du volume à l'horizon de 2080. Donc ce travail, c'est le travail de modélisation hydrologique et là-dessus, on va à la diapositive suivante développer des approches pour la formulation de stratégies d'adaptation. Alors cette formulation de stratégie d'adaptation, elle se heurte à des difficultés assez nombreuses, avec la difficulté de la prise de décision en situation d'incertitude forte, avec des risques d'erreur, de réaliser des investissements qui ne sont pas forcément adaptés, et l'incapacité à utiliser des méthodes économiques classiques d'optimisation pour pouvoir prédire le meilleure stratégie. Et cette situation peut conduire, et conduit d'ailleurs dans un certain nombre de cas, à des risques d'indécision politique vis-à-vis de cette large incertitude. Par ailleurs, il existe des critères d'évaluation de différentes natures et qu'il va falloir identifier avec une forme de hiérarchisation, c'est-à-dire des indicateurs qui risquent de présenter des seuils critiques et dont il faut absolument tenir compte dans le choix de ces stratégies d'adaptation, et des critères qui vont être plutôt des critères d'évaluation que l'on va chercher à optimiser, par exemple le coût d'adaptation, et qui va nous permettre de choisir parmi certaines stratégies. Par ailleurs, il y a une dépendance entre les actions, il y a une forme de dépendance de sentier. Il est nécessaire de prendre en compte, de réaliser certaines actions pour que d'autres actions puissent être possibles dans le futur. Et puis, dans les arènes de formulation de ces stratégies d'adaptation, il est difficile d'aborder des actions de rupture, notamment par rapport à l'acceptabilité sociale de ces mesures. Diapositive suivante. Donc l'idée a été de tester une méthode qui est une méthode émergente pour la formulation de stratégies d'adaptation dans ce type de situation. Donc c'est une méthode issue de la recherche et qui a pour objet de formuler des stratégies d'adaptation de long terme en situation d'incertitude. Et donc, cette approche s'intéresse à la prise de décision dans le temps avec un séquençage des actions, avec des notions de trajectoire d'adaptation. Et donc, avec l'idée d'appuyer les décideurs dans la mise en place de plans dynamiques avec des actions de long terme et des actions de court terme.
Et tout ce travail se base sur une caractérisation de la vulnérabilité du système en fonction des actions choisies. Donc, diapositive suivante, un exemple de trajectoire d'adaptation qui est totalement fictive à ce stade, puisqu'on en est encore dans la phase de formulation et de concertation avec les acteurs de stratégie d'adaptation. On voit que si on prend la situation actuelle, qui est la situation de pas de changement, on peut considérer que le système est déjà vulnérable à la date de 2020. Et donc, on va regarder ensuite une diversité d'actions d'adaptation, par exemple le développement de l'agriculture de conservation, la diminution de l'irrigation, la création de nouvelles réserves, la modification des règles relatives au débit minimum. Et donc, tout l'objet de la modélisation va être de déterminer pendant combien de temps ce type d'action va permettre de ne pas arriver à une rupture du système. Et ces ruptures du système sont symbolisées par ces petites barres au niveau en face des actions. Et puis ensuite, on va voir comment on peut combiner ces différentes actions et donc voir dans quelle mesure ces combinaisons d'actions vont permettre de réussir à aller jusqu'à la fin de l'horizon temporel auquel on s'intéresse. Par ailleurs, donc, on va avoir aussi un certain nombre de critères d'évaluation qui vont être là des critères qui vont nous permettre de caractériser le coût, les bénéfices, les éventuels co-bénéfices qui ne sont pas directement liés au partage de l'eau, mais par exemple des co-bénéfices environnementaux, et qui vont nous permettre de faire un choix parmi différentes stratégies qui nous permettent d'arriver jusqu'à la fin de l'horizon temporel qui est considéré. Donc, page suivante, diapositive suivante. Donc, comme je le disais, donc, il s'agit d'une étude pilote de recherche sur le système NEST. Pour l'instant, on a seulement réalisé une série d'entretiens individuels avec les acteurs du territoire et deux ateliers doivent être réalisés pour couvrir les différentes étapes de la méthode. Voilà, donc diapositive suivante et juste quelques premiers résultats qui ressortent en termes de critères de vulnérabilité. Ce qu'il ressort, c'est que par rapport à l'application de cette méthode qui a été utilisée plutôt dans des contextes de risque au départ, où on était capable de définir des critères de vulnérabilité uniques, une certaine hauteur de hausse, par exemple, de la mer. Là, on va se retrouver à des critères de vulnérabilité qui sont multifactoriels, qui répondent aux enjeux de différents usages. Par exemple, la satisfaction des débits minimums environnementaux et des besoins en eau potable, les seuils minimums de rentabilité pour la maintenance des usines hydroélectriques ou la fréquence trop élevée de restrictions pour les usages agricoles. Il est probable par ailleurs, par rapport à la caractérisation du système que l'on a, que certains nombres des éléments de ces seuils de vulnérabilité sont déjà atteints dans la zone et qu'il est important d'initier déjà des stratégies d'adaptation sur lesquelles nous allons travailler avec les acteurs. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. Merci beaucoup. Jessica, est-ce que vous voulez qu'on donne un petit peu de temps pour des questions ou est-ce qu'on passe à la présentation du deuxième cas d'étude, du deuxième Zoom, avant de conclure sur les apports de Pierre Agua au projet Adapir? Je vous propose de poursuivre pour passer toutes les questions comme Ça marche. Très bien. À ce moment-là, donc, je vais céder la parole à nouveau à Santiago Begueria, qui est donc le coordinateur de ce programme. Et de cette manière-là, ça lui permettra de conclure ensuite sur les apports du projet. Santiago, tu as la parole. Gracias. Iván, tomo la palabra de nuevo. En primer lugar, para presentaros, como ha hecho Philippe hace un momento, otro de los casos de estudio. Y habéis visto que tenemos hasta 7 casos de estudio sectoriales en el proyecto. Os vamos a mostrar solo 2 de ellos, pero recordad que esto solamente son 2 pequeños ejemplos. En este caso, estamos trabajando en un sistema... Vale, más despacio. Perdón, las traductoras. Estamos trabajando en un sistema complejo de utilización de recursos hídricos, similar al caso de la NEST que hemos visto antes. Siguiente diapositiva, Iván. Que se trata de lo que la Confederación Hidrográfica del Ebro llama la unidad de gestión número 14, que es todo el territorio que hay entre los ríos Gállego y Cinca. Son 2 ríos que nacen en el corazón del Pirineo central y desembocan en el río Ebro.
o sea, van desde más de los 3.000 metros de altura hasta los 200 metros aproximadamente en sus desembocaduras, y todo este territorio que queda entre medio de los dos ríos y que se gestiona como una unidad. Estos ríos tienen una serie de embalses a lo largo de su recorrido que almacenan hasta con una capacidad de embalsado de más de 1.200 hectómetros cúbicos al año. Otra característica de esta región es que contiene dentro la superficie irrigada más grande de la Unión Europea y de toda Europa en realidad, que es la Comunidad de Riegos del Alto Aragón. Es toda esta zona que aparece aquí en color amarillo punteado. Son 130.000, bueno, algo más de 130.000 hectáreas de regadío, y es un sistema muy complejo que puede recibir aguas tanto desde el río Gallego como desde el río Cinca, en un sistema reversible. Esta es nuestra unidad de estudio y aquí estamos de nuevo investigando cuáles van a ser los posibles efectos del cambio climático sobre todo este sistema, no solo a nivel hidrológico, sino a nivel de cómo se gestionan estos recursos y qué opciones de adaptación tiene el conjunto de los regantes, de los agricultores y de los gestores del agua para conseguir mitigar, adaptarse a los efectos del cambio climático. Voy a intentar ser muy rápido por el poco tiempo que nos queda, a la vez que voy a intentar hablar lento, lo cual es un gran reto. Básicamente, gracias al proyecto CLIMPI, hemos podido conocer con mucho detalle cuál ha sido la evolución reciente del clima en la zona pirenaica. Básicamente tenemos una señal muy clara de incremento de las temperaturas y una señal descendente, pero no significativa, en el caso de las precipitaciones. Es la parte izquierda de la diapositiva. Si vamos a la parte derecha, en este caso se trata de las proyecciones de cambio climático para un conjunto de modelos. Creo que hay 20 o 20 y pico modelos incluidos aquí para tener una idea de la incertidumbre, y para dos escenarios de emisiones, el RCP 4.5 y el 8.5. De nuevo vemos que a lo largo del siglo XXI se proyecta un incremento de las temperaturas muy generalizado, marcado por todos los modelos, a pesar de la banda de incertidumbre, y en el caso de las precipitaciones, un descenso de las mismas, si bien hay mayor discrepancia entre unos modelos y otros. Básicamente, lo que nos está indicando, podemos pasar a la siguiente, sí, Iván. Lo que nos está indicando los modelos, todos los escenarios, mejor dicho, de cambio climático, es que probablemente va a haber un descenso de los recursos en este sistema, de los recursos hídricos superficiales, mientras que a la vez va a haber un incremento de las necesidades de riego, puesto que suben las temperaturas y sube también la capacidad evaporativa de la atmósfera. Nosotros en este caso adoptamos una estructura bottom-up que se conoce como bottom-up, que consiste en trabajar directamente con los propios usuarios. Entonces, a través de una serie de seminarios con los regantes y los gestores de los recursos hídricos de la cuenca, hicimos una serie de trabajos para conocer desde su punto de vista cuáles eran las estrategias de adaptación más preferidas. Básicamente les dimos un portfolio de distintos tipos de estrategias de adaptación, más todas aquellas opciones que ellos quisieron incorporar, y después, mediante un sistema de votación en el cual había balances entre unas opciones y otras, pues determinamos cuáles eran sus preferencias. Básicamente hay dos tipos de medidas que son las preferidas por los usuarios y los gestores, que son las encaminadas a aumentar la oferta de agua, es la barrita de color azul oscuro, y por otro lado aquellas encaminadas a mejorar la eficiencia y modernización de los regadíos, que son el color azul claro. Si nos vamos a medidas individuales, evidentemente la que gana por número de votos, la más preferida, es incrementar el número de embalses en los ríos, con toda la dificultad que esto tiene hoy en día, puesto que es muy, muy difícil que se hagan nuevos embalses, más allá de los que están ya en construcción y prácticamente terminados. Sin embargo, esta sigue siendo la opción preferida. Y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar pues con los usuarios finales. También otra medida de la oferta de agua es aumentar la capacidad de embalsado, la capacidad de gestión interna en las cuencas, es decir, construir balsas dentro de las propias zonas de regadío para que las propias comunidades de regantes tengan una cierta autonomía.
Esto es algo que ya se viene haciendo, pero es algo que se podría incrementar en el futuro para mejorar el sistema. Todavía no pasemos, Iván. Quería explicar las otras dos medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y modernización y, por lo tanto, teóricamente, a reducir la necesidad de agua, que son la modernización que hemos llamado 1.0, que se refiere a la implementación de sistemas presurizados de riego a presión, y la modernización 2.0, que implica la implementación de todo tipo de nuevas tecnologías, sistemas de sensores, comunicación a tiempo real, etc. Ahora sí, Iván. El trabajo con lo que llamamos usuarios finales nos permite definir los escenarios. Ahora viene la metodología de trabajo, que es bastante compleja porque requiere implementar un encadenamiento de modelos. Tenemos los escenarios de cambio climático, tenemos un modelo hidrológico de la parte de cabecera, que es el modelo SWAT, que ya ha sido presentado anteriormente, y tenemos un modelo de gestión que nos permite simular cómo debería ser la gestión de los embalses y de los canales para conseguir atender a las distintas demandas que hay a lo largo del año dentro del sistema. Entonces, mediante un proceso de optimización, lo que hacemos es, para cada uno de los escenarios climáticos a futuro y para cada uno de los escenarios de medidas de adaptación, podemos ver cuál es la gestión óptima de este sistema de embalses y canales para intentar satisfacer las demandas. Por supuesto, no siempre se satisfacen las demandas y esto es lo que nos permite comparar unos escenarios con otros. Siguiente diapositiva. Estoy siendo muy rápido y me estoy saltando muchos aspectos intermedios de metodología y tampoco voy a entrar con mucho detalle en los resultados, puesto que además, entre otras cosas, pues ya los estamos empezando a publicar, parte de ellos, y pronto van a estar disponibles. Pero básicamente lo que esta metodología nos permite comparar distintos escenarios en la parte izquierda de la diapositiva, distintos escenarios de desarrollo de nuevas infraestructuras y de nuevas superficies de regadío, en la que vemos que en todos los casos, incluso dejando el sistema tal cual es ahora sin tomar ningún tipo de medida, la sostenibilidad del sistema, esto es un índice de sostenibilidad que explicamos en términos muy técnicos, pero 1 sería 100%, el sistema nunca falla, 0 sería el sistema siempre falla y no es capaz de atender la demanda. Lo que observamos es que en todos los escenarios y conforme avanzamos a lo largo del siglo XXI, la sostenibilidad del sistema va descendiendo con respecto a los valores actuales, lo cual nos dice que hay que implementar medidas de adaptación de forma obligatoria. Es interesante ver que las medidas, digamos, de ingeniería dura, de desarrollo de nuevas infraestructuras en los ríos no permiten mejorar la sostenibilidad del sistema o mantenerla a sus niveles actuales, y tampoco el desarrollo de nuevas balsas de riego internas dentro de la zona de regadío. Solo si implementamos aquí está en inglés, water saving, solo si implementamos medidas de ahorro de agua, se conseguirá en el futuro mantener la sostenibilidad del sistema, por lo menos al nivel que se considera aceptable, que es el nivel actual. Los agricultores también han manifestado que una sostenibilidad por debajo de los niveles actuales comprometería la actividad de muchas de sus granjas. Por lo tanto, nuestro objetivo en la optimización es mantener la sostenibilidad actual. Creo que es la última diapositiva, Iván. Exacto. Entonces, bueno, perdón por la rapidez, quizá podemos contestar las preguntas al terminar este bloque de contenido, pero como conclusiones preliminares, a través de estos 7 casos de estudio que os ha presentado Iván y de los cuales hemos hablado un poco más en detalle de 2 de ellos, a través de estos casos de estudio estamos abordando las diferentes estrategias de adaptación que están en disposición de distintos sectores estratégicos en su relación con los recursos hídricos. ¿Vale? Quizá sería el momento de cerrar este bloque y dejar para alguna pregunta. Jessica. Jessica, oui. Oui, alors peut-être les questions, on va les déplacer un petit peu plus tard, même si le temps est très, très serré. Peut-être plus les perspectives du projet Piragua dans le cadre ADAPIR, les apports de Piragua.
Sí, este es exactamente, es el bloque que queda. Allons-y. Ok. Allons. Vale. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, pasamos al último bloque. Iván, creo que la idea es que lo presentara yo. Así que Sí, vale. venga, de acuerdo, muy bien. En este último bloque vamos a ir desgranando cuáles son los aportes, las aportaciones que puede hacer y que va a hacer el proyecto Piragua al proyecto ADAPIR. Por estructurarlo de una manera coherente, lo hemos organizado por acciones. Entonces, bueno, en la acción 2, que es la acción de comunicación, evidentemente Piragua pues, va a proporcionar y va a participar en todas las tareas, en todas las subtareas de esta acción, ¿no? Ya estamos desarrollando contenidos para el geoportal. Gran parte de los resultados que habéis visto hoy en esta presentación los estamos preparando para el geoportal. Vamos a seguir manteniendo contactos con los medios de comunicación, mencionando ambos proyectos, Piragua y ADAPIR. Muy recientemente, por ejemplo, ha tenido mucha difusión a nivel de medios de comunicación el estudio que se está realizando en el Parque Nacional de Ordesa, relacionado con la continuidad de la cascada de la cola de caballo y otros elementos característicos de este parque. Vamos a continuar difundiendo el proyecto en conferencias internacionales y, por supuesto, vamos a participar, como estamos haciendo hoy, en los seminarios del proyecto ADAPIR y también en el coloquio final. Pasamos. Diapositiva. Muy bien. Dentro de la acción 3, que está dedicada, como sabéis, a la observación, Piragua va a hacer un mapeo de actores clave para la gestión de recursos hídricos. Vamos a desarrollar entrevistas individuales o bien reuniones de trabajo. Tenemos que decidir el formato con las autoridades competentes, con estos actores clave que hemos definido anteriormente, con el objetivo de buscar fórmulas de continuidad de los indicadores de cambio climático con respecto a los recursos hídricos. En el caso nuestro, esto está casi garantizado, puesto que son las confederaciones hidrográficas y los organismos de cuenca competentes ya tienen una red de monitorización. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es más bien en la forma en la que se comparten los datos y sobre todo en la forma en la que calculamos estos indicadores de cambio climático que proponemos, para que se haga de una manera coordinada y homogénea entre las distintas autoridades. Por fin, dentro de la acción 3.3 del informe sobre indicadores de cambio climático, pues vamos a participar evidentemente en el apartado dedicado a los recursos hídricos. Comparte estos resultados y estos indicadores. Iván, siguiente diapositiva. Dentro de la acción cuarta, dedicada a la capitalización, estamos ya empezando a trabajar en la identificación de políticas locales y regionales sobre cambio climático en el Pirineo. Ya tenemos algún trabajo hecho dentro de Piragua, porque aunque nos hemos centrado en casos sectoriales locales, pues hemos consultado la bibliografía y toda la legislación y otros proyectos que hay a nivel institucional, en muchos casos, sobre las distintas temáticas. Si bien es verdad que todavía no hemos puesto en común toda esta información y esta pues, va a ser una oportunidad para hacerlo. Igualmente, la elaboración de recomendaciones sobre cómo integrar la adaptación al cambio climático en planes de gestión de los recursos hídricos, es otro apartado en el que vamos a participar, y por supuesto en la selección y documentación de buenas prácticas en la gestión de recursos hídricos. En todo esto, como os decía, nos va a ayudar el trabajo con los casos de estudio, pero tenemos que ir más allá para generalizarlo a la escala de todo el macizo. Sí. Y dentro de la acción 5, por fin, que está dedicada a la transferencia, como bien sabéis, pues bueno, los socios de Piragua dentro de ADAPIR vamos a ser responsables de los apartados sobre recursos hídricos y también sobre riesgos naturales, aunque esto está menos relacionado con Piragua, para el boletín anual de cambio climático en los Pirineos que va a producir ADAPIR. Vamos a ser responsables de esa parte. Vamos a ser responsables también de la elaboración de indicadores significativos para los sectores económicos en lo que respecta a recursos hídricos, por supuesto, y evidentemente vamos a contribuir también a todas las actividades de sensibilización y educación y a las redes de trabajo que están planteadas en
también dentro de esta acción número 5. Y creo que con esto llegamos al final, casi al final del tiempo también que tenemos disponible. C'est ça, nous avons terminé, Jessica. Alors, merci Santiago. Nous allons peut-être passer à quelques questions, sauf si Ivan voulait peut-être rajouter quelque chose. Non, 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 c'est très bien. Passons aux questions. Alors, passons aux questions. Donc, vous qui avez travaillé avec les acteurs de part et d'autre du massif en matière de gestion de l'eau, les acteurs qui sont chargés de la gestion de l'eau, avez-vous pu détecter des comportements différents dans ce secteur socio-économique, eu égard aux problèmes découlant du changement climatique? Moi, je peux peut-être faire un début de réponse et ensuite Santiago pourra compléter probablement. Je pense que si nous avons d'emblée proposé de travailler sur 7 cas d'études différents, c'est bien parce que les problématiques, même s'il y a une problématique générale du changement climatique et de son impact sur la ressource en eau, la déclinaison territoriale de ces impacts est bien évidemment sujette à beaucoup de différences suivant les secteurs économiques et suivant les secteurs géographiques. Donc, ma réponse à cette question, c'est oui, évidemment, si tout le monde est bien conscient des problématiques liées à l'impact du changement climatique, localement, les solutions d'adaptation qui sont envisagées peuvent varier pas mal et sont souvent contraintes par des problématiques économiques également, et donc qui limite, disons, peut-être la capacité des acteurs à avoir le même type de réflexe, quel que soit le secteur géographique. Je ne sais pas si Santiago ou Philippe veulent compléter. Philippe. C'est bon? Non, c'est bon, merci. Alors, une question complémentaire avant de clore certainement. Est-ce qu'il est possible de préciser comment la variation de l'utilisation des terres affecte la diminution des ressources en eau? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments là-dessus? Contesto yo, Iván. Dale, Santiago. No, como quieras. Sí, dale. Ese es el gran tema, ¿no? Saber desentrañar cuál es el efecto del cambio climático o de las variaciones del clima con respecto al efecto de otros aspectos como son los usos de suelo. Y de hecho, esta cuestión es la línea de trabajo de algunos de los grupos que están integrados dentro del proyecto. Evidentemente tenemos bastantes ideas al respecto y hay muchísima información a nivel de bibliografía, pero dentro del proyecto lo estamos abordando sobre todo a través de la modelización. ¿Vale? El trabajo con modelos nos va a permitir tener una cuantificación de cuál es el efecto de clima por separado y cuál es el efecto de usos de suelo por separado. En el informe del anterior proyecto PCC, en el capítulo de hidrología, es un aspecto que ya abordamos y lo que hicimos fue una revisión bibliográfica de todos los trabajos que se han hecho a este respecto, tanto desde un punto de vista experimental como desde un punto de vista de modelización. Entonces, si alguien quiere más información, le puedo remitir a este informe. Pero es un aspecto que evidentemente también de la modelización de piragua pues vamos a tener resultados a escala de todo el macizo pirenaico, por primera vez. Hola. Enfin, peut-être pour conclure, vraiment l'ultime question concernant les glaciers. Alors, je sais que vous avez répondu via le chat, Santiago, mais est-ce que vous pouvez en dire un mot supplémentaire, s'il vous plaît? Sí, claro. Recientemente ha habido alguna publicación, algunos estudios que han reivindicado que el efecto de la desaparición paulatina de los glaciares pirenaicos va a tener sobre los recursos hídricos. Bien, la verdad es que es una pregunta interesante, es un tema mediático que ha surgido recientemente y además es un tema sobre el que algunos socios de ADAPIR
del Instituto Pirenaico de Ecología y también nosotros dentro de Piragua hemos dado respuesta, hemos hecho un escrito en respuesta, porque la verdad es que la fusión de los glaciares pirenaicos tiene un impacto mínimo sobre el balance hídrico de los ríos del Pirineo. Entonces, realmente es muy, muy pequeño, casi inapreciable este efecto. Lo que representa en términos de volúmenes es muy pequeño. Eso es todo. Merci Santiago. Je pense qu'il est temps de vous remercier, à moins que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose, messieurs. Non, merci beaucoup pour ce temps de présentation. Alors, merci Ivan Caballero, Santiago Begueria, Philippe Lecoent et Pere Quintana pour vos différentes interventions. C'est le moment de conclure. Peut-être qu'Eva, vous souhaitez ajouter un mot? Bueno, yo insistir en agradecer sobre todo a las personas que nos están siguiendo durante toda la jornada, agradecer también, como no, a Santiago como coordinador de este proyecto, proyectos de cooperación que no son fáciles. Aquí hemos visto cómo han intervenido otros socios desde su especialidad, ir aportando, ¿no? Y construir este tipo de proyectos es un trabajo muy interesante sobre el que hay que insistir, pero no siempre es fácil, así que agradecerles a todos, ¿no? La presencia hoy y su trabajo. Como hemos visto, este proyecto aún no se ha terminado, lo están construyendo ya sobre resultados del anterior proyecto, por tanto, queda en evidencia cómo esta red de conocimiento nos hace crecer y nos hace ir avanzando, y en esa idea pues seguiremos con los siguientes webinarios y esperamos encontrarnos a todos otra vez. Muchas gracias. Desde la OPCC, pues encantados de estar con vosotros. Muchas gracias a todos. Merci à tous, merci aux interprètes aussi qui font leur maximum en coulisses. Et puis, on vous donne rendez-vous jeudi prochain, jeudi 15 octobre, toujours à la même heure, 16h, au même endroit en ligne, pour s'intéresser au projet REPLIM, qui, là, nous en dira plus sur les impacts du changement climatique, sur des habitats naturels très spécifiques et sensibles que sont les lacs et les tourbières du massif pyrénéen. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.